À la fin des années 90, Paul Thomas Anderson est un jeune réalisateur, il a 28 ans, mais il a déjà 2 films à son actif. Un premier qui n'est pas sorti en France, qui est un film un peu policier, qui s'appelle Hard Hate, et un autre qui a eu un peu plus de retentissement, qui s'intitule Boogie Nights, qui est déjà un film assez ample, un film choral, sur lequel il y a une écriture assez virtuose et qui traite du milieu de l'industrie du porno dans la Californie des années 70. Le film a eu un certain retentissement critique et donc New Line, qui a produit le précédent, donne carte blanche à Paul Thomas Anderson pour son prochain projet. Et il pense se lancer dans un film qu'il envisage de tourner en 30 jours, un petit film sur des questions d'ordre sentimental. Donc il se met à l'écriture de ce film-là, sachant qu'il y a relativement un certain degré de liberté, et il s'avère que le projet prend de l'ampleur, il met 2 mois à l'écrire, et il bloque un peu au bout d'un moment, parce qu'il revient sans cesse sur le départ, et il commence à tisser un certain nombre d'histoires. Et il va avoir l'occasion d'écrire dans le chalet de William Macy, qui est l'acteur qui joue Donnie dans le film, et qu'il connaît bien, qui lui prête son chalet. Et il va se retrouver à un moment, il explique dans des entretiens, confiné dans cet appartement parce qu'il y a un gros serpent dans le jardin qui l'empêche de sortir. Et donc cet enfermement va soudain le forcer à se confronter totalement à l'écriture. Et là, ça va lui permettre de réellement débloquer son inspiration. Donc il explique qu'il doit son scénario notamment à sa phobie du serpent qui l'attendait derrière la porte. Il se retrouve avec un scénario très ample, avec 9 personnages principaux, et il va présenter ça à New Line, qui tient ses engagements et qui lui garantit qu'elle ne lui demandera pas de réécriture et qu'il disposera, quoi qu'il arrive, du final cut. On en a déjà parlé, c'est ce fameux droit du cinéaste, du réalisateur, à avoir un regard sur le montage final et à ne pas se laisser imposer par le studio certaines réécritures, des modifications de la fin, par exemple, ce qui arrive assez fréquemment à Hollywood. Donc le projet étant lancé, il se lance dans la quête du casting, qui est déjà en fait en réalité déjà assez contrôlé et prévu. Depuis ses 2 premiers films, Paul Thomas Anderson a créé une certaine famille de comédiens, et il écrit un certain nombre de rôles pour des comédiens. C'est-à-dire qu'il sait déjà à qui il va attribuer et il écrit ses caractères en fonction des personnes à qui il destine les rôles. C'est le cas du personnage évidemment de William Macy, mais aussi de Philip Seymour Hoffman qui joue l'infirmier, de Julianne Moore qui joue la femme de Earl, et aussi du personnage qui joue, de l'acteur qui joue Jimmy Gator. Donc ce sont tous des gens qu'il connaît très bien et à qui il destine les rôles. Pour le personnage de Earl, ça va être un petit peu plus compliqué et il pense à Jason Robards, qu'on a déjà vu ici. C'est un acteur qui jouait notamment dans Il était une fois dans l'Ouest et dont on a eu aussi l'occasion de parler il y a peu de temps, puisque c'est celui qui avait commencé le tournage de Fitzcarraldo, avant que le film soit entièrement retourné, suite justement au départ de Jason Robards pour cause de maladie. À ce moment-là, il sort lui-même donc d'une hospitalisation de 9 semaines durant laquelle il a perdu plus de 20 kilos. Et quand il lit le script, loin de s'en effaroucher, il estime qu'en fait il y a un vrai lien avec sa vie et qu'il se sent parfaitement dans l'atmosphère pour jouer le rôle de quelqu'un en train d'agoniser. Et donc il accepte. Ce sera en fait son dernier film, puisqu'il décédera 1 an plus tard d'un cancer. Et évidemment, il y a aussi ce rôle qui va être attribué à Tom Cruise. En fait, c'est Tom Cruise qui a contacté Paul Thomas Anderson suite à Boogie Nights, qu'il a beaucoup aimé, et il lui explique que s'il a envie de travailler un jour avec lui, qu'il n'hésite pas à l'appeler. Ce qui évidemment est une opportunité incroyable pour un jeune réalisateur comme Paul Thomas Anderson, et qui donc décide de le voir et de discuter avec lui d'un rôle qu'il pourrait introduire et inclure dans ce scénario de Magnolia. Seulement à ce moment-là, pour voir Tom Cruise, il faut traverser l'Atlantique et aller dans un endroit où il est assigné à résidence depuis de très longs mois. C'est l'Angleterre, où il est en train de tourner Eyes Wide Shut pour Stanley Kubrick. C'est un moment de sa carrière qui est très particulier à Tom Cruise, puisqu'il décide vraiment d'ouvrir son répertoire au cinéma d'auteur, et il va notamment faire cette rencontre déterminante avec sa femme de l'époque, qui est Nicole Kidman, et ils sont partis pour un tournage qui était censé durer quelques mois et qui va s'étendre sur plus d'1 an, et qui va vraiment geler les carrières en fait respectives de Cruise et Kidman. Il va notamment devoir repousser le tournage prévu de Mission Impossible 2
pour pouvoir terminer celui du maestro qui peut faire 50 prises sur juste la manière dont on pose un verre de whisky sur une table de billard, et il se prête au jeu. Et donc, lorsqu'il est libéré de ce tournage, il va effectivement rejoindre le casting du film de Paul Thomas Anderson, qui lui écrit un rôle, là aussi, qui est un rôle qui va être marquant, que voilà, le réalisateur pense que l'acteur ne voudra pas refuser, ce qui sera effectivement le cas. Il réduit son cachet habituel pour pouvoir intégrer une production relativement indépendante. Le budget du film va quand même grimper considérablement quand il les rejoint. On va passer de 20 millions prévus à 37 millions de dollars. Et Tom Cruise va prendre surtout une partie de son cachet sur une participation aux bénéfices éventuels du film. Il y aura peu de bénéfices d'ailleurs en réalité. Toujours est-il que voilà, toute l'équipe étant castée, ils vont pouvoir se lancer dans un tournage qui est prévu sur une durée de 79 jours pour être précis, et qui va en durer 90 finalement. Donc c'est un tournage extrêmement complexe, puisque le récit étant un récit où vous avez de très nombreuses histoires qui s'entrecroisent, il va falloir évidemment gérer les disponibilités de chacun des comédiens. Ce qui fait qu'en fait l'équipe a le sentiment de tourner plusieurs longs métrages successifs, dans lesquels à chaque fois ils ont terminé un personnage. Alors évidemment il faut ménager les moments où ils se croisent, mais il va y avoir vraiment des segments comme ça qui vont permettre au film d'avancer. Malgré les retards, le tournage se passe bien. Paul Thomas Anderson est quelqu'un qui a un excellent contact avec les comédiens et qui discute beaucoup avec eux pour notamment réécrire les dialogues. Au niveau de l'intrigue, tout est figé, tout est prévu, mais en ce qui concerne les dialogues, il est vraiment ouvert à la discussion pour que les comédiens se sentent vraiment à l'aise et puissent incarner à la perfection leur scène. Au début du tournage, il leur projette un film qui est Network de Sidney Lumet, Main basse sur la télévision, qui est sorti en 1976, en leur expliquant que c'est un film qui est inspirant pour lui. Il parle du milieu de la télévision aux États-Unis et d'une situation où des personnages qui sont en position de pouvoir et de contrôle vont subitement un peu perdre pied et perdre le contrôle des opérations, et la mécanique va se gripper, ce qui rejoint sur bien des points l'écriture du film. Il y a aussi quelques expériences cinéphiles et formalistes que va se permettre Paul Thomas Anderson, notamment lorsqu'il filme le jeu télévisé. Il s'avère que lui-même a travaillé sur un jeu télévisé destiné aux enfants, donc il connaît parfaitement ce milieu-là avant de se lancer dans une carrière de cinéaste. Et il décide vraiment de filmer ce jeu avec les caméras vidéo et selon vraiment les codes habituels pour les plateaux télé. Et d'un autre côté, le petit court-métrage qu'on a au départ, où on vous parle de cet assassinat qui s'est passé dans les années 1900, il le filme avec une réelle caméra du muet, une caméra pâtée qui date de 1908, pardon, le film se passe en 1911, et avec la véritable manivelle, etc. Et c'est pour lui une expérience très agréable que de faire ces petits exercices de style au sein de son grand tournage. Le film donc sort en 1999, il est d'abord présenté au Festival de Berlin, et il obtient l'Ours d'Or, qui est donc la récompense suprême. Donc c'est vraiment un très bon début de carrière, notamment critique pour le film. Et Tom Cruise est nommé pour le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle, qu'il obtiendra. Il avait déjà eu les 2 Golden Globes précédemment pour le rôle principal. Il est aussi nommé pour l'Oscar, qu'il n'aura pas. Il n'a jamais eu à ce jour l'Oscar, malgré de nombreuses nominations. Et le film a donc un succès certain, il rentre à peu près dans ses frais, mais ce n'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Et Paul Thomas Anderson va continuer une carrière qui va être extrêmement diversifiée et qui va osciller entre ce formalisme-là qu'on a pu voir dans Magnolia, et toujours l'idée d'aller prendre des films de genre et aller un petit peu les twister, un peu chercher une manière de faire des pas de côté par rapport à un certain cahier des charges. C'est le cas avec la comédie romantique Punch Drunk Love qui sort directement après Magnolia, mais aussi l'adaptation de Thomas Pynchon dans Inherent Vice. On est vraiment dans un policier mais extrêmement comique et complètement déjanté, sous l'emprise de nombreuses substances, et d'un autre côté un cinéma plus austère, plus rigide, extrêmement méticuleux, avec un film assez incroyable que je pense vous projeter ici un jour, qui est There Will Be Blood, et aussi The Master, film extrêmement cérébral, ou Phantom Thread, qui là aussi est un mélo, mais d'une grande méticulosité, avec des acteurs qui sont vraiment au sommet. Donc on a une carrière très diversifiée. Son dernier film à ce jour,
c'est Licorice Pizza, qui est sorti l'année dernière, et dans lequel il aborde vraiment la question de l'adolescence, et notamment de la sienne dans les années 70 en Californie. Et on retrouve cet esprit de famille, puisque le jeune adolescent est joué par le fils de Philip Seymour Hoffman, qui donc joue le rôle de Phil Pharma, et Philip Seymour Hoffman qui est mort prématurément et à qui aussi il rend un hommage en faisant tourner son fils dans ce film-là. Le premier élément qu'on peut évoquer pour un petit peu circonscrire les différentes pistes pour appréhender ce grand film, c'est évidemment celui de l'écriture chorale, c'est-à-dire d'un film qui est un film polyphonique dans lequel on va avoir de très nombreuses intrigues qui vont se croiser. Paul Thomas Anderson va toujours au bout des dispositifs qu'il exploite. Ici, il est dans un terrain qui est celui du mélo, le mélo qu'on a défini il y a peu de temps avec Quand passent les cigognes, il y a quelques semaines, et dans lequel vous allez avoir des histoires qui sont des histoires souvent familiales, des histoires sentimentales qui sont portées au degré le plus haut. Et c'est vrai que ce film est une série de climax, une série de sommets à peu près continus dans lesquels les personnages arrivent à des moments extrêmement intenses de leur existence, dans lesquels des choses doivent se régler. Et cet élément-là, il va le faire en multipliant justement les intrigues et les destinées qui vont arriver à ces moments cruciaux. Pour ça, il est donc dans cette technique qui est celle du film choral et qu'il emprunte à un réalisateur extrêmement important américain qui s'appelle Robert Altman. Robert Altman a réalisé notamment en 1975 Nashville, qui est un film choral dans lequel vous avez plusieurs destins qui se croisent. Il a répété le dispositif plusieurs fois dans sa carrière, dont un film un peu moins connu en 1978 qui s'appelle Un mariage, dans lequel la cérémonie du mariage va donner lieu à des portraits croisés de tous les convives, et probablement le plus célèbre, qui sort en 1993, soit donc à peine 6 ans avant Magnolia, et qui est Shortcuts. Shortcuts, c'est vraiment une structure très similaire. Alors ce n'est pas un scénario original, c'est une adaptation de plusieurs nouvelles d'un même auteur, où on va tout centraliser sur la ville de Los Angeles, donc la même ville que pour Magnolia, et avec aussi cette idée d'un grand récit. Le film lui-même dure aussi 3 heures, et on va se retrouver face à quelque chose qui va converger vers aussi une espèce de sommet qui dépasse les individus, la pluie de grenouille ici, et un tremblement de terre dans Shortcuts. Donc on a vraiment les mêmes procédés, si vous voulez, qui sont conviés. Et ces procédés, ils sont annoncés dès ce prologue. Alors pas le prologue sur les petites histoires, sur les coïncidences, mais la présentation de ces personnages, où on a quelque chose d'extrêmement dynamique, où tous les personnages s'entrecroisent, et on est évidemment amené à faire progressivement connaissance avec eux. Et ce qu'on voit aussi dans ce prologue, c'est un autre élément qui va être central dans le film, c'est la question du mouvement et du dynamisme. Et là, pour le coup, on va s'inscrire dans un autre type de cinéma. On peut vraiment penser, avec ces travelling permanents qui vont aller chercher les personnages, à un cinéma assez euphorisant qu'on a eu l'occasion de voir ici, qui est le cinéma de Scorsese. On pense aux Affranchis, la manière dont justement on décrit ces différents personnages et comment le mouvement nous fait rentrer dans une rythmique qui leur est propre. Un élément qu'on retrouvera dans un autre film qui lui aussi est vraiment un peu le jumeau des Affranchis et qui lui aussi dure 3 heures, c'est Casino, avec pareil une unité de lieu et plusieurs personnages qui s'entrecroisent, même si on a évidemment un personnage principal, mais il y a quand même toujours cette idée. Et cette idée d'une vigueur et d'un mouvement qui est forcément amené à un moment à un point de rupture. Et dans Magnolia, tous les personnages sont en mouvement. Ils sont en fuite, ils sont en déplacement, ils sont en course, parce qu'il y a des choses qui les font bouger, parce qu'en fait, ils sont incapables de tenir en place. Et d'ailleurs, les seuls personnages qui sont immobiles sont des personnages en train d'agoniser. Et cette dynamique-là du mouvement, pour se donner peut-être l'illusion qu'on est encore en vie, opposée à la mort qui immobilise, va vraiment structurer un très grand nombre de scènes. L'autre point qui fait que ce film aussi est singulier, c'est qu'en complément de cette écriture polyphonique, on a évidemment toute la question de l'écriture musicale. C'est un film dans lequel la musique tient un rôle majeur, non seulement dans la musique qui accompagne, mais aussi dans l'écriture elle-même. C'est-à-dire que si on regarde le travail qui est fait sur le rythme de la narration, vous avez vraiment tout un système de rythmique avec des passages qui sont des passages extrêmement dynamiques. On va être sur un rythme extrêmement, une pulsation très rapide, sur l'allegro, et puis d'autres
plus sur un adagio où on a des parties beaucoup plus lentes, beaucoup plus statiques, et on reprend. Et on va ensuite évidemment jouer sur le système des contrepoints et sur le système aussi des structures qui se répondent et des échos. Si vous regardez dans le film, il y a un très grand nombre de binômes en fait, qui se répètent. Vous avez par exemple deux personnages qui s'appellent Jim, vous avez deux personnages qui se droguent, vous avez deux personnages qui sont atteints du cancer, vous avez deux personnages qui sont humiliés face à une caméra de télévision. Donc on a toujours ce système de correspondance qui font que certains éléments, et vous avez aussi évidemment les deux génies de la télé, à deux générations d'écart, et on a vraiment ce sentiment d'une reprise systématique des motifs, exactement comme on les aurait dans une écriture symphonique et musicale. C'est quelque chose aussi, la musicalité, qu'on va retrouver dans le langage lui-même, dans la parole notamment. On l'a avec ce personnage de Dixon et ce rap un peu prophétique dans lequel, sous forme codée, il donne des indices sur ce qui a pu se passer dans cette affaire de meurtre. Et dans le langage aussi lui-même, un langage profondément ordurier dans lequel la quasi-totalité des personnages jurent énormément. C'est quelque chose qui d'ailleurs posait des problèmes à certains comédiens. Jim Gator et sa femme, qui étaient des comédiens fidèles à Paul Thomas Anderson, étaient un peu effrayés de voir le nombre de fuck qu'ils devaient prononcer. Et le personnage qui joue Jimmy Gator expliquait sur le tournage qu'il était un peu désolé de savoir que ses enfants ne pourraient jamais voir ce film parce qu'il était trop grossier. Et c'est quelque chose effectivement qui est commun là aussi à tous les personnages. Cette espèce de langage extrêmement fleuri qui a sa propre musicalité aussi. Bien entendu, la musique, c'est aussi les chansons qu'on entend, qui sont des chansons d'une chanteuse qui s'appelle Aimee Mann et qui en fait sont à l'origine aussi de l'inspiration de Paul Thomas Anderson. Lorsqu'il écrit Magnolia, il est vraiment profondément influencé par les chansons d'Aimee Mann, qu'il écoute et qu'il apprécie, et il va s'inspirer du contenu de paroles de certaines chansons qui vont vraiment rentrer en écho avec des éléments de l'intrigue. Et ces chansons, elles sont constantes, c'est le générique de début, c'est le générique de fin, et c'est aussi toute la musique qu'écoute sans cesse Claudia dans son appartement, extrêmement fort, et qui à chaque fois, dans les paroles, renvoie à ce que peuvent vivre les personnages. Donc les chansons sont des éléments centraux de l'intrigue et de la pulsation du film. Enfin, on a la musique elle-même, la bande originale, qui elle aussi est constante et qui travaille aussi l'idée d'une fluidité. C'est-à-dire qu'elle va permettre de faire le lien entre les différents segments. Vous avez des nappes sonores, on les entend assez souvent, qui annoncent, avant qu'on voit l'image, ce qui va se passer dans la séquence suivante. C'est notamment le cas quand on entend Also sprach Zarathustra, qui va ouvrir l'arrivée de Franck sur scène. On l'entend longtemps avant dans la séquence précédente. Et on va aussi jouer sur ces motifs de reprise. Un exemple précis, vous avez le Carmen qui est chanté par Stanley sur le jeu de télévision. Donc il est chanté en in, c'est-à-dire que la musique, elle est dans le cadre de l'écran, et ensuite elle devient une musique en off qui va accompagner toute la séance de séduction extrêmement maladroite de Jim avec Claudia. Et donc ces reprises et ces échos permettent justement aussi d'unifier et de fluidifier tous les mouvements d'un segment à un autre et de rendre l'ensemble assez cohérent, si vous voulez. L'autre élément sur cette écriture, c'est évidemment tout ce travail sur les hasards, les croisements et les coïncidences. Parce que faire un film choral, c'est forcément vous présenter une narration diffractée avec une sorte de récompense qui sera celle d'imaginer qu'à un moment, il va y avoir des points de rencontre, il va y avoir des convergences. Et c'est comme une sorte de récompense, si vous voulez, pour le spectateur. Paul Thomas Anderson nous y prépare tout de suite, puisque dans ce fameux prologue, il va vous raconter 3 histoires qui sont des histoires de coïncidences incroyables, et il veut nous rendre disponibles à ce que tout soit possible. Ces choses-là arrivent, qui est répété à la fin, et qui explique que nous devons être ouverts à ce que n'importe quoi puisse arriver. Et en fait, il va jouer sur 2 tableaux par rapport à ça. Le n'importe quoi qui arrive, c'est effectivement cette fameuse pluie de grenouilles, totalement grotesque à la fin, et qui a l'air de vraiment, au sens propre du terme, tomber du ciel comme une sorte de Deus ex machina, et qui est une espèce de catharsis un peu carnavalesque, grotesque, qui est très étonnante. Pourtant,
et ça c'est un petit amusement de Paul Thomas Anderson, il n'a pas cessé dans le film de nous avertir de cette chose-là. Il faut le savoir et il faut surtout revoir le film. Et ça, c'est un des grands plaisirs aussi de certains cinéastes, notamment dans cette écriture polyphonique, que de vous semer des indices. Mais si vous revoyez le film, vous serez attentif à la permanence des chiffres 8 et 2 qui sont présents continuellement, et particulièrement dans le prologue. Dans le prologue, 8-2 sont absolument partout, ils sont sur l'avion, ils sont même sur le toit duquel saute le gamin, etc. On voit les chiffres partout. 8-2, bon, pourquoi ? Durant le jeu télé, au moment où le public applaudit et les lumières s'éteignent, il y a quelqu'un qui très subrepticement lève un carton sur lequel il y a marqué 8-2 Exodus. L'Exode 8.2. Donc il faut aller voir la phrase de l'Exode dans la Bible pour voir à quoi ça correspond. Et cette phrase dit et si tu refuses de le laisser aller, je jetterai sur tout ton territoire le fléau des grenouilles. Tout était pensé. Alors évidemment, là on est dans quelque chose qui est assez amusant du point de vue de ce cryptage si vous voulez, mais en tout cas on ne cesse de nous annoncer que ces grenouilles arrivent, mais personne n'y est préparé, et surtout pas nous. La question qu'on peut se poser, c'est au-delà de cette chose incroyable et qui vient évidemment fonctionner comme une espèce d'explosion qui fait craquer un peu tous les repères du réel, si vous voulez. Comment on pourrait interpréter cette phrase ? Parce que ce qui est d'intéressant dans les phrases justement des textes fondateurs, c'est la capacité qu'on peut avoir à y lire plusieurs sens. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est qu'est-ce que c'est que cette menace ? Si tu refuses de le laisser aller quoi ? Et là, on aborde un autre plan très, très intéressant du film, qui est justement le parcours de ces personnages. Et cette phrase qui est très souvent répétée sur le fait qu'on peut en avoir fini avec le passé, mais le passé n'en a pas fini avec nous, c'est quelque chose qui, évidemment, est le sujet fondamental de tous ces récits-là. À la différence des films de Scorsese, justement, dans lesquels on a cette euphorie et qui est sur du long terme, ce sont des sagas qui vraiment s'étendent sur des mois, voire des années, le film Magnolia dure 24 heures. Donc là, on a très clairement un codage aussi qui est celui de la tragédie. On a une unité de temps et on a aussi une unité de lieu. Magnolia, en fait, ça renvoie à Magnolia Boulevard, qui est donc vraiment cette artère-là, dans laquelle, à un moment, tout le monde va se croiser, lorsque la pluie s'achève, notamment, et qui va centraliser toutes les intrigues. Donc dans ces unités-là, vous allez avoir des personnages qui sont des personnages, effectivement, qui portent avec eux des traumatismes, qui sont des traumatismes violents, qu'ils ont la plupart du temps subis dans leur enfance et qui doivent se battre avec ça et qui le vivent de manière différente. Certains sont dans le regret et essayent de capitaliser encore sur ce qu'ils ont été. C'est Donnie avec j'étais un génie. Certains sont dans le non-dit, c'est Claudia et son agression. Et d'autres ont été jusqu'à faire un déni qui consiste à réécrire leur existence. Et c'est le personnage de Frank, évidemment, qui a décidé que son père était mort et que sa mère était restée en vie pour pouvoir créer une légende qui puisse correspondre à tout ce qu'il a subi et en fait le corriger d'une certaine manière. Et les grands fautifs, évidemment, ce sont les pères. Vous avez une série de pères qui sont vraiment des pères toxiques, des pères fautifs, des pères coupables et qu'on retrouve à travers les différents rôles de pères qui sont en train de vraiment payer, puisque si le passé est un fardeau, le présent est clairement un châtiment. Ils sont dévorés par la maladie et ils doivent subir les conséquences de ce qu'ils ont fait. Avec un autre élément d'ailleurs qui renvoie aussi, c'est cette histoire annexe qu'on finit par quasiment oublier en cours de route et qui est celle du cadavre dans le placard. Le cadavre dans le placard, c'est aussi un père. C'est évoqué de manière subreptice. Ça fait partie des choses qui ont été un petit peu coupées au montage. Paul Thomas Anderson savait très bien que le film allait durer 3 heures. C'était annoncé. Et au moment du montage, il n'a pas écrit le film. Il savait exactement où il allait. Mais il y a tout de même certaines scènes qui ont été un peu coupées. Et quand on lit le script originel, on voit qu'il avait développé cette question justement du worm, ce type qu'on voit avec une capuche. Il y avait un rôle un peu plus développé, et donc c'est aussi l'idée d'un
parricide et qui est encore ce motif-là des parents contre, enfin des parents qui doivent subir le châtiment de ce qu'ils ont eux-mêmes fait subir à leurs enfants. Et donc c'est vraiment un élément qui fait qu'on voit des ravages, si vous voulez, et en même temps, là où ça devient intéressant, c'est que contrairement au mélo, où généralement on est dans une lecture qui va être une lecture d'une somme d'individualités qui compose avec des sentiments et des questions d'ordre familial, le fait qu'on se projette dans le milieu de la télévision va donner aussi une dimension plus générale et plus sociétale, si vous voulez, à cette intrigue. Si vous regardez les figures de père, elles sont liées toujours à ce jeu télévisé. Hein, c'est mentionné à un moment, mais Earl, donc celui qui est en train de mourir et qui veut voir son fils Frank, c'est le producteur du jeu télévisé. Jimmy Gator, c'est l'animateur, et les autres pères, qui à 2 générations ont fait la même chose, ce sont les parents des participants. Donc on a vraiment cette espèce d'élément central qui est le jeu télévisé, dans lequel finalement va se jouer une espèce de système qui, en plus, va rentrer en écho avec toute cette réflexion que Paul Thomas Anderson va faire sur la télévision. La télévision, elle aussi, hein, comme les motifs musicaux, assure souvent la transition entre différents segments. Et Paul Thomas Anderson prend vraiment soin, au sein du large cadre qui est celui de l'image cinématographique, de découper cette lucarne de la télévision qui va vous donner une image du réel qui est tout le temps fausse, qui est tout le temps mensongère, qui est tout le temps une sorte de vitrine de l'Amérique. Et qu'est-ce qu'on fait donc dans cette télévision ? On vend des choses et on crée ce jeu dans lequel, comme par hasard, vous avez un affrontement entre les enfants et les adultes. Et dans lequel on est aussi, et ça c'est très intéressant pour ce fils Stanley, en train d'avoir un rapport à la culture qui est un rapport totalement dévoyé. Stanley est celui qui ingurgite de la culture pour pouvoir la réciter comme un freak, hein, comme il le dit, et c'est pas pour rien aussi qu'il a justement cette besoin pressante d'uriner qui va tout saboter. C'est aussi cette chose qui, voilà, il passe son temps à ingérer et à ressortir, et là vous avez, si vous voulez, une autre voie de traverse qui vient saboter la machine, mais il y a vraiment cette idée d'un débordement et d'un trop-plein qu'il n'arrive plus à gérer. Et ça, c'est par rapport justement au contenu des livres et à la culture. L'autre image qu'on a de la télévision, c'est évidemment le personnage de Frank, hein, et cette espèce de, voilà, avec les publicités qu'il fait, et cette espèce de télévangéliste qui va s'adresser à un public extrêmement amer, hein, de personnages totalement frustrés, et qui vont pouvoir exprimer avec lui toute une espèce de masculinité toxique, et pour lesquels il est une sorte de gourou, si vous voulez. Et dernier point sur cette façon qu'on a d'abrutir les masses, c'est évidemment toutes les substances qu'on n'arrête pas de mettre dans les corps, hein, que ce soit des médicaments, des antidépresseurs, de la cocaïne, de l'alcool, de la morphine. Il s'agit aussi de montrer un système dans lequel les individus n'arrivent plus à composer avec toutes les blessures que le réel leur inflige et sont dans une sorte d'abrutissement et de dépendance qui leur permet de tenir, mais évidemment dans une forme d'illusion. Il n'empêche que dans toutes ces regards extrêmement noirs sur la société, on n'est pas dans un film qui va jouer la carte du cynisme. Il est dans un premier temps, quand on est justement dans cette euphorie, dans cette pulsation, etc., on va vous montrer un monde qui tourne, mais un monde dans lequel les individus sont la plupart du temps en train de jouer des rôles. C'est d'ailleurs ce que revendique Claudia, arrêter de jouer des rôles et arrêter d'essayer de se donner une posture. Mais c'est quelque chose qui ne va pas durer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir l'interview de Frank, la mécanique va se gripper et on va arriver à un moment où tout va se déstabiliser et tout va se bloquer dans tous les récits. Donc on a vraiment cette idée du grain de sable dans l'engrenage qui fait qu'à un moment, toute la machine s'effondre. C'est assez intéressant de constater d'ailleurs que lorsque justement Frank est filmé, donc lui, star un peu de la télévision, qui rentre encore dans un nouveau cadre où elle lui dit cadre-le serré, elle dit ça à son journaliste, il y a vraiment l'idée d'une espèce d'implosion où ça devient trop de cadres et là il va falloir un moment que les cadres justement explosent. Et à partir de là, on va avoir une différence dans le traitement
et notamment dans le rythme même du film. Organisé vraiment dans ces idées où subitement les dialogues deviennent plus longs, les monologues arrivent, les silences s'installent et les plans sont davantage fixes. Et là, on va changer l'esthétique, on va la modifier pour justement coller à des gens qui, peut-être, parce qu'il y a eu rupture, parce qu'il y a eu implosion du système, eh bien, vont se laisser aller à la confession, vont dire aussi les choses. Et là, le langage va prendre évidemment une autre tournure qui sera plus celle de la pose et de la forfanterie, comme c'est le cas pour Franck, par exemple. Il y a deux personnages centraux par rapport à ça qui se distinguent vraiment des autres, qui sont les personnages de Jim, le flic, et de Phil, l'infirmier. Ce sont des personnages qui sont au service des autres. Leur métier, c'est le service public, si vous voulez, c'est vraiment l'aide à la personne. Et ces personnages, dès le départ, quand on revoit le film et qu'on étudie justement la rythmique, chaque fois qu'un passage leur est dédié, c'est un passage qui va davantage prendre son temps. Notamment dans ce fameux prologue où on voit tous les personnages de manière extrêmement rapide. C'est Jim qui a la parole en dernier, et d'ailleurs, il parle seul. C'est quelque chose qui le rend à la fois touchant et un peu risible. Quelqu'un qui a le sentiment de donner, comme s'il parlait à quelqu'un qui l'interviewe, il parle de la noblesse de son métier, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il parle seul et qu'il est désespérément à la recherche du contact, justement. Mais lui a droit à une scène plus longue, plus lente et plus solitaire. Et ces personnages-là vont infuser justement cette lenteur et cette écoute dans le film. Ils vont créer des jonctions, ils vont être ceux qui mettent en contact certains segments avec d'autres, ceux qui sauvent et ceux qui écoutent. Et là, va se construire quelque chose de nouveau où on va justement quitter la sphère du cynisme et de la noirceur pour essayer d'envisager autre chose. Le personnage de Linda, la femme de Earl, c'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a cru pendant longtemps qu'elle était cynique. Elle a fait un mariage cynique dans lequel elle ne s'intéressait qu'à la fortune de son mari plus âgé qu'elle et qui a découvert la possibilité d'aimer l'homme à qui elle était mariée, évidemment au moment où elle va devoir accepter sa mort. Donc cette idée, ce destin-là, est, si vous voulez, un peu à l'image de la structure générale où Paul Thomas Anderson, alors qu'il a été dans quelque chose d'extrêmement euphorisant, va essayer un pas supplémentaire qui va être celui d'écouter les gens et de croire en la possibilité d'une réelle écoute, voire de réelles histoires d'amour. Et à ce moment-là, on va arriver vers la possibilité d'une résilience, la possibilité d'une rédemption, si vous voulez. Et dans cette optique-là, le film va quitter l'image qu'il s'est donnée dans un premier temps. Très clairement, Paul Thomas Anderson, à ce stade de sa carrière, c'est un cinéaste qui a envie d'en mettre plein la vue. On le voit, le scénario est ambitieux, le film va faire 3h10, il va y avoir plein de personnages, et effectivement, vous avez des plans séquences qui sont incroyables, vous avez une manière de croiser les récits qui est vraiment virtuose. Simplement, ce n'est pas la finalité du film, et c'est ça qui est intéressant. Cette fameuse pluie de grenouilles, par exemple, c'est un moment, mais en réalité, à un moment, on essuie et on passe à autre chose. C'est-à-dire que les personnages n'en font pas le centre principal. En réalité, ce qui compte, c'est surtout ce qu'il y a après. Et tous les éléments du film jouent de cette même manière-là. Formellement, par exemple, tous ces travelling qu'on a sont aussi une manière de montrer comment le cinéaste va accompagner systématiquement les personnages. Il va aller les suivre parce qu'il y a cette idée d'une empathie et cette idée d'être avec eux et d'essayer de faire connaissance, si vous voulez, avec eux dans ce tourbillon de la vie et du plateau de télé sur lequel tout le monde se croise et personne ne se connaît réellement. Et cet élément-là, on le retrouve aussi dans le montage. C'est-à-dire que ce montage dans lequel on a systématiquement un passage d'un destin à un autre, c'est aussi la volonté de lier tous ces gens-là, de les relier et de former une espèce de solidarité entre des solitudes qui n'ont pas nécessairement vocation à se croiser. C'est aussi le point qu'on retrouvera avec la musique. La musique, c'est évidemment la manière la plus facile de séduire au cinéma et de rendre quelque chose touchant, mais le point central que vous avez juste avant la pluie de grenouilles, c'est ce moment où la chanson va relier tous les personnages, où il va pousser l'idée jusqu'à aller justement mêler, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure sur le in et le off. Les chansons d'Aimé Mann sont soit off, elles accompagnent, soit in quand elles sont écoutées par Claudia dans son appartement.
Mais là, non seulement elle écoute, elle chante avec, et subitement, la chanson fait le cheminement de tous les personnages, et tout le monde chante avec. Ce qui montre aussi cette volonté d'aller chercher le lyrisme au cœur de chaque personne, et une sorte de confession où à un moment on s'arrête et on est tous reliés par cette idée-là. Et là, je pense qu'on a le cœur du projet de Paul Thomas Anderson qui commence par en mettre plein la vue, mais ensuite a envie de modifier ce regard et d'aller chercher en fait le cœur des personnages. Et ça, on le retrouve à la fin dans les différents visages. Vous avez très ironiquement le personnage de Donnie qui retrouve le sourire, et il retrouve le sourire alors qu'il s'est cassé les dents et qu'il a la bouche en sang. Mais à un moment, il a expérimenté le fait que quelqu'un vienne l'aider à réparer l'immense connerie qu'il était en train de faire. Et on le retrouvera aussi dans la dernière séquence entre Claudia et Jim. La musique devient plus forte que le langage. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que le langage, au fur et à mesure du film, on a un moment où le langage a pris le pas sur la musique. Vous avez de longs monologues, et vous avez notamment le monologue d'Earl qui va se superposer sur tous les segments. Et il a l'air de parler pour tout le monde, de devenir une sorte de chef de chœur de la tragédie antique grecque, le coryphée, c'est celui qui vraiment commente l'action pour tout le monde. Et ensuite, la parole s'estompe. Lorsque Earl parle à son fils, Frank, eh bien, on a vraiment un moment où c'est du silence, on ne sait pas ce qui se dit. Il faut d'ailleurs que je vous précise que la scène de Tom Cruise avec son père, donc de Frank avec son père, a été entièrement improvisée par Tom Cruise. C'est l'une des seules du film, mais Paul Thomas Anderson lui a dit, bon, voilà la trame, mais vas-y, tu fais ce que tu veux. Et pour qui connaît la vie de Tom Cruise, il avait énormément de choses à régler avec son père, un père très toxique, un père violent, et on peut se poser des questions sur les règlements de compte et la catharsis qu'il fait à ce moment-là, au moment où se mêle ce torrent d'insultes et justement un nouveau langage qui serait celui de l'arme et celui d'un regard. Et c'est ça aussi l'étape finale du film, c'est d'aller vers justement quelque chose qui est au-delà de ce qui a été dit. Au départ, on était dans une pause, ensuite on est dans un langage sincère, et au bout d'un moment, même les mots s'estompent. Et c'est notamment le cœur même de ce fameux sévice qu'aurait fait subir Jimmy Gator à sa fille. On passe par l'image, It Did Happen, dans le tableau, des choses parce qu'on est en train de traiter de la question de l'indicible, de ce qu'on n'arrive pas à formuler, de ce qu'on n'arrive pas à dire. Et le plan final, à mon avis, fait justement converger tous ces éléments-là. On a un regard caméra, quelque chose qu'on a abordé il y a peu de temps, quand on avait notamment projeté Memories of Murder, où on avait aussi ce regard caméra final qui était extrêmement saisissant. Et là, on a un regard caméra qui, comme d'habitude, saisit le spectateur parce qu'on se sent subitement apostrophé. Et c'est un regard caméra qui dit énormément de choses. Déjà, si on regarde la séquence, Claudia, elle est derrière trois remparts d'une certaine façon, qui sont les différents éléments que Paul Thomas Anderson a convoqués pour écrire son film. La littérature, c'est les dialogues, la musique, qui est plus forte que les dialogues, ici, c'est à peine un murmure, et on se rend compte que les paroles, enfin, maintenant, entre Jim et Claudia, vont devenir des paroles qui leur appartiennent, qu'on ne va plus écouter, parce qu'une intimité est en train de réellement se créer avec eux, donc il y a vraiment cet espoir de quelque chose qui est en train de se passer, et les larmes dans ses yeux. Et le regard caméra, avec cette ébauche d'un sourire, a quelque chose d'extrêmement saisissant parce qu'on voit le personnage qui nous regarde nous, qui nous interpelle nous, mais qui regarde aussi, comme le lui a demandé, le cinéaste qui la regarde droit dans les yeux. Et qui clairement dit, c'est moi, la foi profonde que j'ai en tant que cinéaste, c'est d'accéder à la vérité des êtres simplement par le regard. On met de côté les autres éléments et ça se suffit à lui-même. Et cette capacité qu'il a d'aller chercher le regard, c'est là qu'il va insuffler et capter en même temps la possibilité d'un sourire et la possibilité d'une forme de rédemption pour un personnage. Et ça se passera après la fin du film. Mais il y a vraiment l'idée d'un accès à cette vérité et de la possibilité d'une évolution vers quelque chose de moins triste. Merci de votre attention.